Défricheur. La voie des possibles. Bonjour Anna, donc je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cette première émission du podcast Les Femmes Sages. Donc tu es directrice adjointe du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Bas-Rhin et chargée d'enseignement à la faculté de droit de Strasbourg. Alors avant d'aborder plus en détail les missions du CIDFF et plus globalement les questions de violence faites aux femmes, ce serait intéressant d'en savoir plus sur ton cheminement, sur ce qui t'a amené à t'engager sur ces questions de droits des femmes. Alors, ça va être un long discours. Non, je rigole, ça va être assez court, mais en tout cas, je te remercie de m'avoir invité et d'avoir pensé au CIDF pour cette émission. Alors, j'ai un parcours de juriste, donc j'ai fait des études de droit. Et lors de mon DEA en histoire du droit, j'ai travaillé sur l'avortement. J'ai fait une étude doctrinale et jurisprudentielle sur l'avortement au 18e et au 19e siècle. Donc, 19e et 20e siècle. Et en fait, donc c'était déjà la question des femmes qui m'intéressait. Suite à ce mémoire, j'ai finalement été toquée au CIDF. Ça s'appelait à ce moment-là le Centre d'information sur les droits des femmes, parce que j'avais envie de travailler dans une association qui s'occupait du droit des femmes. Et donc j'ai commencé à travailler en 97 dans cette association. Et donc j'étais juriste dans cette association. Et au fur et à mesure de mon travail au CIDF, j'ai souhaité reprendre mes études. Alors j'ai fait des chemins un peu de traverse. Je suis allée un petit peu sur le volet sociologique. J'ai fait un DESS s'appelait Ville et conflits. Et puis après j'ai attendu encore un petit peu. Et puis j'ai repris finalement un master sur le droit de la famille. Donc on voit que ça tourne toujours autour de la famille, des femmes, de la participation, puisque le DESS Ville et conflits c'était sur la participation à la vie locale. Donc c'est un petit peu les axes qui m'intéressent. Et en fait, suite à ce master, j'ai entamé une thèse sur les conflits de compétences en droit de la famille. Donc c'est du droit de la famille, mais c'est aussi de la procédure civile. Et donc je travaille toujours au CIDF et puis j'ai commencé les enseignements à la faculté de droit depuis maintenant presque 10 ans. Voilà un petit peu mon parcours universitaire et comment je suis arrivée au CIDF. Donc comme tu le disais très bien, le CIDF et toi c'est une longue histoire. Donc ça fait plus de 20 ans que tu es impliquée dans cette association. Alors c'est un acteur historique pour l'autonomisation des femmes en matière de droit. Donc elle a été présidée à ses débuts par des figures telles que Françoise Giroud, Yvette Roudy, avec un statut un peu particulier dont tu vas peut-être nous parler, si tu pouvais développer un petit peu sur son histoire et ses missions principales. Effectivement, alors mon histoire au CIDF, et comme tu le précisais, ça fait 20 ans. Mais le CIDF est plus ancien que moi, puisque à Paris, il a été créé en 1972 et à Strasbourg en 1975. Donc on a un CIDF dans chaque département et il y a une fédération nationale, donc à Paris. Et il y a aussi maintenant des fédérations régionales. Donc il y a une fédération Grand Est pour ce qui nous concerne. Alors quand on entend que le CIDF est créé dans les années 1970, on voit bien qu'on est clairement dans les grands mouvements sociaux par rapport à l'avortement, par rapport à la contraception. Quand les CIDF sont créés, ils s'appelaient les centres d'information féminine.
féminin. Ils avaient comme objectif d'apporter des informations aux femmes et aussi d'œuvrer à l'égalité pour les femmes et les hommes, notamment au niveau juridique, puisque dans ces années-là, le droit n'était pas le même pour les femmes et pour les hommes en défaveur des femmes. Ça, ce n'est pas un scoop, mais voilà. Et c'est vrai que jusque dans les années 1970, on parlait de puissance paternelle, jusqu'en 1975 de puissance maritale. Donc c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte historique que le CIDF a été créé. Donc il a fait suite à la création du premier secrétariat à la condition féminine. Et quand ce secrétariat a été créé, l'association Centre d'information féminin a été mis en place pour appliquer, on va dire, les politiques publiques. Donc il y a un lien assez fort avec les politiques publiques. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, nous dépendons pour certaines de nos missions du secrétariat d'État aux droits des femmes et à l'égalité. Alors les missions actuelles des CIDF, dans tous les CIDF, à minima, il y a de l'accès aux droits. Donc l'accès aux droits, c'est toute personne qui peut venir se renseigner sur des questions assez larges, mais c'est vrai que nos principales questions sont relatives aux droits de la famille, donc divorce, séparation, droit de visite non exercé, et puis aussi les questions des violences conjugales, harcèlement sexuel au travail, enfin toutes ces questions peuvent être traitées au sein de nos permanences juridiques qui sont gratuites et confidentielles. Après, tu le disais au tout départ, tu parlais d'autonomisation des femmes et pour l'autonomie des femmes, c'est vrai que le travail, l'insertion professionnelle est un facteur d'autonomie assez important et dans ce cadre-là, on a des services d'accompagnement professionnel pour les femmes. Donc elles peuvent venir... c'est gratuit, ça peut être une fois pour une lettre de motivation, mais ça peut être aussi pour un accompagnement à plus long terme. Après, on a aussi comme service, on travaille beaucoup sur l'égalité professionnelle et en direction des entreprises. Et on travaille aussi sur la question de la mixité professionnelle. Donc ça, c'est plus, on va dire, sur le volet professionnel. Et on fait beaucoup de formations aussi par rapport aux violences faites aux femmes, aux violences sexuelles en entreprise. Donc il y a d'autres, on va dire, il y a d'autres services, mais ce que je viens d'énumérer montre un petit peu le fait que nous sommes une plateforme de services, c'est-à-dire que quand une personne va venir, on a une approche globale. Donc elle va peut-être commencer par le service juridique et puis on va l'orienter vers le secteur professionnel. On a aussi des médiatrices familiales et j'ai oublié d'en parler, mais c'est très important. On a aussi des psychologues qui interviennent. Donc ils interviennent pour... les femmes victimes de violences, donc elles ont un espace pour pouvoir parler, pour pouvoir avancer. Et les psychologues interviennent aussi par rapport aux enfants qui ont été exposés aux violences conjugales, puisque on le dit assez souvent, c'est un tabou, les violences, on n'en parle pas, on a honte, les victimes ont honte, elles culpabilisent, et on peut imaginer que le tabou est encore plus fort pour les enfants, et ce service, il est là aussi pour donc ouvrir un espace de parole pour ces enfants. Et aussi une autre question qui est pas très abordée dans notre société, c'est les enfants endeuillés, donc qui ont connu le deuil d'un ou de leurs deux parents. Et là aussi, il y a un service pour ces enfants. Ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est que j'imagine que quand tu as intégré le CIDF, les violences n'étaient pas autant médiatisées à l'époque. Peut-être le contexte était différent. Quelle évolution t'a particulièrement marquée ? Alors déjà, quand j'ai intégré le CIDF, donc il y a 20 ans, on parlait de femmes battues. Donc on parlait de femmes battues, c'est-à-dire que une personne victime de violence était forcément victime de violences physiques. C'était ces violences-là qu'on identifiait. Et on résumait la personne au fait qu'elle soit femme battue. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important.
Et puis on entendait plus de réflexions du genre, oui, bon, si elle reste, c'est bien qu'elle veut. Enfin, il y avait, on va dire, moins de réflexions sur la question. Enfin, moins de réflexions diffuses. Aujourd'hui, je crois que le grand changement, en tout cas, comment je peux l'apprécier, c'est que beaucoup plus de personnes se sentent concernées par cette question. Et c'est vrai, beaucoup plus de jeunes se sentent concernés par cette question. Avant, je dirais que c'était plutôt des féministes d'un certain âge qui s'intéressaient à ça. C'était pas tendance. Pas pour dire que le sujet doit être tendance, mais en tout cas, aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose qui a changé et qui est un mouvement beaucoup plus à long terme que d'autres périodes. Par exemple, avant, quand il y avait des personnes médiatiques comme par exemple Marie Trintignant, l'affaire Strauss-Kahn, eh bien nous, au niveau de nos accueils, on avait quand même beaucoup plus de personnes qui nous appelaient pour dire qu'elles avaient vécu ça. Enfin, on sentait que ça dépassait un petit peu le cercle le cercle des personnes qui travaillent sur ces questions, mais ça restait pas. Au bout d'un an, on n'en entendait plus parler. Alors qu'aujourd'hui, le mouvement a l'air de perdurer. Et c'est surtout, enfin, à partir des affaires MeToo, Balance ton porc, c'est quelque chose qui a l'air de rester un petit peu d'être plus permanent dans notre société. Il y a beaucoup de collectifs qui naissent, ça c'est nouveau aussi. Enfin, je veux dire, il y a eu un moment, il y a quelques années, il y avait Ni pute ni soumise. Il y a eu aussi OLF, mais c'était des petits, enfin c'était pas des petits mouvements, mais Ni pute ni soumise, on n'en entend plus parler. Il y avait pas autant de mouvements. Aujourd'hui, le nombre de collectifs qui se créent est assez important, et des collectifs qui sont moins structurés institutionnellement, mais qui sont assez originaux dans leur façon d'appréhender les choses et qui viennent bousculer un petit peu nos manières de faire. Mais je trouve ça intéressant, tout en pensant que c'est important que tout ça puisse aussi s'appuyer sur les luttes féministes qui ont été portées par des associations comme la nôtre, mais aussi le réseau SOS Femmes, le Planning, le mouvement d'Unis. C'est une continuité selon moi. Justement, puisque tu le mentionnais au début, qu'à l'époque on utilisait notamment l'expression femme battue, on observe réellement qu'il y a de nouveaux termes qui sont apparus. On assiste vraiment à un déplacement en fait du champ lexical dans le domaine des violences. Donc en plus de femmes battues, les médias parlaient certainement à l'époque et ça subsiste encore aujourd'hui de drames familiaux, drames de la séparation. Mais on entend davantage aussi parler de violences sexistes, de violences fondées sur le genre et plus récemment de féminicide. Donc est-ce que tu peux revenir peut-être sur ces termes et en donner une définition plus claire et aussi traduire pour nous les implications que ce changement de langage a? Merci pour cette question. Qui est très intéressante. Oui, c'est vrai que les termes qu'on emploie sont importants, puisque tu le précises, derrière, il y a des enjeux importants. Alors, c'est vrai que dans ce que tu dis, pour moi, il y a deux questions. Il y a comment les médias, comment on reprend ces questions avec le drame passionnel par rapport aux faits divers. Et là, je crois qu'au niveau des journalistes, il y a différentes associations comme Prenons la Une ou d'autres associations qui vraiment s'interrogent sur ces questions pour délivrer une information qui ne serait pas empreinte de stéréotypes. Voilà, c'est une question d'amour qui a mal tourné. Voilà, je trouve que c'est important. Après, par rapport à la dénomination qu'on porte au phénomène, eh bien, on va avoir des expressions qui ont évolué, mais aussi tout d'abord des expressions qui comprennent, on va dire, un ensemble de violences. Par exemple, les violences faites aux femmes, les violences de genre, les violences sexistes. Là, ça comprend l'ensemble des violences. Donc, il va y avoir les violences au sein du couple, mais ça va être aussi le viol, ça va être les mutilations génitales, ça va être l'avortement, la prostitution. Donc, ce sont des définitions très, très générales. Et entre violences faites aux femmes,
violence à l'égard des femmes, là c'est une traduction des termes anglo-saxons, et les féministes vont dire mais non, on peut pas le traduire comme ça parce que à l'égard il y a ce côté un peu bienveillant, hein, mais je vois que c'est toujours traduit comme ça, mais voilà. Donc il y a ces termes généraux. Après, entre sexiste et genre, genre, ça apparaît depuis aussi la Convention d'Istanbul qui a défini ce terme et qui vient nous rappeler que femmes et hommes, dans femmes et hommes, il y a une dimension biologique qui renvoie au sexe et une dimension sociale qui renvoie au genre. Donc violence sexiste, on pourrait dire que ce sont des personnes qui vont l'utiliser quand on n'est plus sur une définition une définition des femmes et des hommes à partir du sexe et dimension, enfin violence de genre, on n'est plus sur la dimension sociale. Ça peut être une explication. Et quand on va utiliser violence de genre, ce qu'on veut mettre aussi en avant, c'est effectivement cette dimension sociale de la construction des femmes et des hommes. Il y a ça. Après, il y a des personnes qui vont dire aussi qu'il est important de dire que ce sont des violences faites aux femmes par les hommes, pour montrer que, effectivement, ce sont les hommes qui commettent ces violences. Donc, on voit, quand tu parlais d'enjeu, pourquoi on utilise ça ? C'est bien pour mettre en avant le fait que ça soit fait par des hommes. Après, voilà, féminicide, je trouve que c'est très très intéressant parce que c'est un terme qui existe depuis quelques années, qui a été théorisé, qui est passé par l'Amérique latine et qui revient en France. Et là, depuis, on va dire juillet, hein, tout le monde parle de féminicide, même les juristes, même les magistrats. Alors que au mois de janvier, si on avait effectivement demander à un magistrat de parler de féminicide, il aurait refusé. Donc c'est intéressant quand même de voir comment ce terme qui met en avant le fait qu'une femme est tuée parce qu'elle est une femme est aussi utilisé par les juristes. Alors, il y a quand même une petite résistance puisque l'étude qui a été faite par rapport au féminicide a été par le ministère de la Justice, a été appelée étude sur les homicides conjugaux, je crois. Donc, bon, on peut pas. Voilà, c'est intéressant quand même de le noter. Donc, il y a déjà, on a parlé de beaucoup de termes, et puis après, il y a des termes plus généraux, plus spécifiques, qui concernent les violences au sein du couple, qui sont une forme de violence faites aux femmes. Et là, violence conjugale, on va dire, concerne plus... c'est un terme qui a été utilisé il y a quelques années, qui concerne les violences qui sont faites dans un couple marié, parce que conjugalité, c'est plutôt un couple marié, et aujourd'hui, on va plutôt parler de violence au sein du couple, ou violence faite par un partenaire intime, qui est une traduction des expressions qui sont utilisées notamment par le Conseil de l'Europe. Et pour finir, il y a d'autres expressions encore, c'est les violences intrafamiliales et les violences domestiques. Et là, ça concerne toutes les violences qui ont lieu au sein de la famille. Donc, ça va être les violences entre membres du couple, les violences faites aux enfants et les violences faites sur les ascendants. Et la différence entre violence domestique et violence intrafamiliale, en fait, ça dépend de l'organe qui produit la définition. Violence domestique, c'est clairement une définition qui est produite par le Conseil de l'Europe, la Convention d'Istanbul. La différence, elle se fait là, quoi. Alors, pour revenir justement sur la violence au sein du couple, hein, c'est une violence, donc la violence conjugale et aliénante dans le sens où la femme perd sa liberté, sa volonté. Et c'est pour cette raison qu'on a parlé d'un cycle de la violence, hein, qui explique pourquoi les femmes victimes de violences ne se défendent pas sur le coup et tardent parfois à quitter leur compagnon ou leur conjoint. Est-ce que tu peux nous décrire ce cycle de la violence ? Oui, c'est important de connaître ce cycle, surtout quand on travaille avec des victimes, parce que c'est vrai que les professionnels, comme toute personne, peuvent être déstabilisés quand une femme qui est venue les voir avec vraiment une situation de violence qui les a touchés, ils se décarcassent pour cette personne, et puis le jour après, si elle revient, elle leur dit non, je retourne chez l'auteur des violences. Ça peut être déstabilisant, ça peut être culpabilisant.
Et le plus important pour un professionnel, c'est dans la capacité d'accueillir avec la même bienveillance la victime chaque fois qu'elle reviendra. Donc c'est pour ça que c'est important de parler de ce cycle. Alors ce cycle, il a été théorisé par Leonore Walker en 1979 dans un ouvrage, et c'est un cycle. Cette théorisation, elle est assez intéressante parce que elle a été construite à travers des savoirs psychologiques. Et c'est intéressant parce que ces savoirs psychologiques et ce cycle, il a été finalement adopté par beaucoup de professionnels, les juristes, les travailleurs sociaux. C'est un cycle qui permet de comprendre et qui a dépassé, on va dire, son champ disciplinaire psychologique. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que dans ce cycle, il y a 4 phases. Il y a une première phase, c'est la tension. On va dire, c'est l'auteur qui rentre, qui commence à dire c'est mal rangé, tes enfants font trop de bruit. On sent qu'il y a une tension et on sent que madame, et je dis madame parce que c'est souvent des femmes, donc pour l'exemple je veux dire madame, elle se sent un peu mal à l'aise, elle a un petit peu peur. Donc ça c'est la première phase. Deuxième phase, c'est l'agression stricto sensu, c'est effectivement une claque qui part, une insulte. Et après, il y a une troisième phase qui est la justification. Donc c'est là où le professionnel doit savoir où madame se trouve, hein, parce que monsieur va dire, si tu avais rangé, si tu avais fait correctement les choses, je me serais pas comporté comme ça. Hein. Donc il va se justifier et madame va le croire. Elle va se dire effectivement, si j'avais fait les choses correctement, il ne se serait pas comporté. Donc il y a un transfert de responsabilité. Et ça, c'est quand même important à savoir. Et puis ensuite, il y a la phase qu'on appelle la lune de miel, où monsieur va, une fois qu'il a, qu'il est sûr que le transfert de responsabilité a été fait, il va peut-être revenir avec un bouquet de fleurs et va dire, je ne recommencerai plus. S'il a un problème d'alcool, il va dire, je vais me soigner. S'il n'a pas de travail, il va dire, je vais trouver un travail. Et donc voilà, ça c'est la 4e phase du cycle. Dans les violences conjugales, le cycle se reproduit de manière plus ou moins rapprochée. Et plus le cycle se reproduit, plus l'auteur, on va dire, plus la victime est en situation d'emprise, et plus la 4e phase disparaît. La 4e phase disparaît, et c'est là que ça devient dangereux, puisque c'est là où il peut y avoir des féminicides. Et pour le professionnel, c'est intéressant de savoir où se trouve la victime, parce que si en général, la victime va venir juste après l'agression. L'agression qui peut être très violente. Hein. Et à ce moment-là, la victime décide de partir, elle va tout faire. Sauf qu'après, quand elle rentre, ou si elle rentre, il va y avoir la phase de justification. Et donc, il est très difficile après, pour le professionnel, de pouvoir faire valoir les arguments qu'il a fait valoir, puisque la victime va croire effectivement que si elle se comporte différemment, il va changer. Donc, c'est ça qui est intéressant à connaître dans le cycle pour travailler avec les victimes. Comme on le voit avec le décompte des féminicides, les violences tuent et laissent des cicatrices. Alors, il y a 2 rapports qui ont été publiés cette semaine à quelques jours d'intervalle et qui ont mis justement en lumière les dysfonctionnements du système de protection en France. Au niveau national, on a le rapport de l'Inspection générale de la justice et au niveau européen, celui du Grevio, donc un groupe d'experts du Conseil de l'Europe. Et on apprend notamment que 80% des plaintes pour violences conjugales transmises à la justice sont classées sans suite. Et que rares, donc déjà on part du principe où rares sont les femmes qui portent plainte, et lorsqu'elles portent plainte, elles ne sont pas entendues. Donc la question c'est pourquoi, et surtout comment assurer une meilleure prise en charge. C'est vrai que tu cites ces 2 rapports qui ont le mérite
de montrer que le droit c'est important, mais que c'est loin d'être suffisant. Enfin, que les dispositions formelles sont importantes, mais que effectivement, il faut que ce droit soit effectif et qu'il serve à sa mission de protection et de répression. Et dans les deux rapports, on voit bien que cette mission de protection des victimes que s'est donné le droit n'est pas remplie. Il y a plein d'obstacles qui existent dans le parcours d'une victime. Déjà, il faut qu'elle soit crue dans ce qu'elle va dire, et ça, les associations sont, on va dire, le premier sas où elle peut passer, où effectivement on n'est pas dans des procédures d'enquête. Donc en général, les associations, quand elles reçoivent les victimes, donnent comme principe de départ, on vous croit, et ça leur permet de parler. Après, il y a donc ce parcours, je le présente de manière un peu linéaire, mais il n'est pas linéaire dans la réalité, hein. Après, effectivement, il y a la rencontre avec les forces de l'ordre pour déposer plainte, parce que très souvent, c'est quand même le dépôt de plainte qui va permettre d'actionner les choses. Et là, eh bien, selon le professionnel qui va recevoir les victimes, eh bien, il va peut-être y avoir une phrase, ou il va y avoir quelque chose. Peut-être, classiquement, ce qu'on va dire à la victime, c'est « mais il faut revenir avec un certificat médical ». Alors que c'est tout à fait faux. On peut tout à fait déposer plainte sans avoir de certificat médical. C'est vrai qu'après, dans la suite, il faut un certificat médical, mais déjà là, il n'y a pas ce besoin-là. On peut imaginer une victime qui a réfléchi pendant des heures, qui est peut-être dans une histoire qui dure depuis longtemps, qui culpabilise d'aller porter plainte, enfin qui finalement a le courage de passer la porte du commissariat de la gendarmerie, et puis elle arrive là, et puis on va l'accueillir comme ça entre un vol de vélo et un vol de voiture, et puis on va lui dire maintenant il faut un certificat médical. Donc ça peut être déjà quelque chose qui peut être un obstacle. Après, si la plainte est prise, et il y a des plaintes qui sont prises de manière tout à fait correct, hein. Il y a des policiers, des gendarmes qui sont formés pour écouter, il y a des bureaux d'aide aux victimes qui aident à la prise de plainte. Donc si on a passé cette étape-là, après il y a la question de la preuve, la question de l'enquête, et là aussi il peut y avoir un manque de preuves, ça peut être parole contre parole, ça peut être effectivement la personne effectivement victime, mais la preuve des violences n'a pas été apportée. Et donc, ça n'ira pas plus loin. Ça veut dire que la justice, pour se prononcer, a besoin des preuves. Et ça, c'est quelque chose qu'on va aussi au CIDF, quand on reçoit les personnes, on leur explique. Ça, on leur explique. Voilà, c'est la question de la preuve est importante. Il faut pouvoir prouver ce que vous dites. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu n'est pas vrai, mais au niveau de la justice, il y a des règles de preuve. Les règles de preuve pourraient être aménagées au niveau du système juridique français. Ça, c'est aussi un autre débat. Après, pour certaines personnes, il y a aussi la question de la prescription, notamment en matière de violences sexuelles. Eh bien, c'est vrai que on sait que être victime de violences sexuelles, ça provoque des traumatismes très importants. Les personnes peut-être vont faire des démarches thérapeutiques, et à un moment vont vouloir porter devant la justice ce qui leur est arrivé, et puis leur action sera prescrite, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, on considère qu'une infraction, on peut plus la porter devant la justice, et ça peut être difficile pour une personne, même si les délais ont été, notamment pour les mineurs, ont été allongés en matière de prescription. Donc ça, c'est voilà. Et puis il y a aussi d'autres écueils pour les victimes. C'est par exemple en matière civile, si elles demandent une ordonnance de protection, eh bien il faut démontrer la vraisemblance des violences et le danger. Et là, on se trouve face à des juges qui sont peut-être pas formés sur la question des violences,
et qui vont avoir une exigence au niveau de la preuve qui va être importante. Ou bien qui vont dire, ben oui, effectivement, il y a des violences, mais il n'y a plus de danger, donc on ne va pas accorder l'ordonnance de protection. Et c'est vraiment quelque chose, le parcours judiciaire tel qu'il est aujourd'hui en France, c'est vrai que c'est quelque chose à connaître, parce que pour une victime, si elle s'engage dans le parcours judiciaire et que le résultat n'est pas en sa faveur, et bien derrière on a le discours de l'auteur. Tu vois, je t'avais dit, j'ai raison, je connais des gens, ce qui n'est pas vrai, hein, mais je connais le droit. Donc voilà, il y a à plein de niveaux on peut réfléchir sur comment améliorer le parcours des victimes. Merci beaucoup Anna de nous avoir rejoints. Alors, Merci à toi. Tu en parlais justement un peu plus tôt, des mobilisations, donc pour le coup portées par le mouvement Nous Toutes. Il y a une marche pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles qui a lieu ce samedi à Strasbourg et dans toute la France. Donc il ne faut pas hésiter à joindre la mobilisation. Et pour le coup, pour conclure, on va quand même rappeler le numéro de téléphone, ce fameux 3919. Oui. Et alors il est gratuit, anonyme, il a un rôle d'écoute, d'information et d'orientation, et il est accessible 7 jours sur 7. Donc voilà, l'aventure podcast des femmes sages se poursuit quant à elle dès janvier 2020 avec d'autres entretiens sur les questions de santé des femmes.